Construire au futur, habiter le futur, c'est notre rendez-vous de ce matin dans ce Connect Live en partenariat avec la région Île-de-France. Vous l'aurez compris, la région Île-de-France est un territoire au cœur de toutes les transitions. Dans un contexte post-Covid, c'est vrai que la question de l'immobilier, du logement est au cœur de toutes les préoccupations des Franciliens et des Français. Dès demain, dans la tribune, vous retrouverez un sondage IFOP avec notre partenaire européen Public Sénat qui met véritablement la question du logement au cœur des préoccupations avec beaucoup d'attentes, bien entendu, à la fois à ce que cet immobilier, ces logements soient contributeurs de notre transition écologique qui devient prioritaire pour les Français, mais aussi justement des logements qui répondent mieux aujourd'hui aux besoins des familles ici en Île-de-France. Derrière ces sujets de logement et d'immobilier, bien sûr, c'est des enjeux de toute une filière, de tout le secteur du bâtiment, des proptech que nous évoquerons durant ces 1 heure d'émission. Mais tout d'abord, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Boudy, qui est le secrétaire général pour l'investissement. Guillaume Boudy, bonjour, vous êtes avec nous, vous êtes l'homme des territoires d'innovation, celui dont le Premier ministre Édouard Philippe a mandaté pour pouvoir accompagner les nombreux territoires en France pour faire face à ces nombreuses transitions. Guillaume Boudy, vous êtes avec nous. Pas encore connecté avec nous, mais il ne devrait pas tarder. Alors à ce moment-là, ce que je vous propose, le temps qu'il arrive, parce qu'il nous a dit justement qu'il arrivait à Bercy dans quelques minutes, il est possible qu'il soit dans les embouteillages. On va peut-être avant cela envoyer une vidéo qui était prévue après l'intervention. Voilà, c'est les joies du direct. Nous allons envoyer la vidéo qui était prévue dans mon conducteur après justement l'intervention de Guillaume Boudy, le secrétaire général pour l'investissement, qui va nous retrouver, on me le dit, dans quelques instants. Bien, ça peut paraître un peu paradoxal de se trouver dans ce cadre hérité du 19e siècle pour parler de territoire d'innovation et de grande ambition. Or pourtant, nous sommes ici donc à Évry, qui a été une ville nouvelle, marquée justement par l'innovation, marquée par l'ambition, pendant les 30 ans, pendant lesquels l'État avait pris la responsabilité de la construction de ces villes nouvelles, mais qui continue à être marquée par une volonté d'innovation très très forte, tant sur le plan de l'urbanisme que sur le plan des transports. Je rappelle en matière d'urbanisme que nous sommes la première ville qui a reçu le label Architecture contemporaine remarquable pour 15 sites qui sont situés sur son territoire. Donc ce suivi, cette intégration dans les territoires d'innovation et de grande ambition paraît tout à fait logique. Et elle paraît d'autant plus logique que le site devant lequel nous sommes, cette maison Sainte-Geneviève, qui a été abandonnée, quittée par une communauté religieuse il y a une dizaine d'années, vient d'être acquise par la municipalité grâce à l'intervention de l'État. Et nous avons décidé d'y créer un cluster architecture, art, paysage, patrimoine, dans lequel vont intervenir les écoles d'architecture de la région parisienne qui n'avaient pas de lieu de ce type, contrairement à Lyon pour les écoles de la région lyonnaise, qui n'avaient pas de lieu de ce type pour travailler sur la réalisation en particulier de maquettes à l'échelle 1 et de grands projets en lien avec la population, toujours ici sur Évry, en lien avec les habitants et en lien aussi avec une association qui est le véritable moteur de ce projet et qui s'appelle l'association Bellastock, qui a travaillé ici avec nous pour organiser déjà 2 de ces festivals, qui devaient en organiser un 3e cette année. Évidemment, c'est un peu compromis, mais qui continuera à travailler avec nous dans ce cadre assez exceptionnel de l'Évry Village Ancien. La mobilisation des acteurs innovants pour construire le futur et habiter le futur est une formidable opportunité pour engager l'Île-de-France vers une économie circulaire des matériaux de construction.
Jeune famille pleine d'espoir. Cherche logement. Regarde, que ça coûte cher. Sans même que ça soit durable. Et si on remettait les choses dans le bon sens? Que ce soit durable. Sans même que ça coûte cher. Regarde, Logement, cherche. jeune famille pleine d'espoir. De retour ici dans notre Connect Live, dont le sujet ce matin, c'est construire au futur, habiter au futur, en partenariat avec la région Île-de-France. Un enjeu important, c'est bien entendu toute une filière, beaucoup de métiers à l'échelle de la région Île-de-France, toute la filière bien sûr du bâtiment, des PropTech, avec des enjeux bien sûr d'accélérer la révolution digitale pour faire des bâtiments mieux énergétiques, plus propres. Et nous accueillons un invité avec nous, Miroslav Siveni, qui est le directeur général. Vous êtes avec nous? On va parler ensemble justement du numérique au service de la résilience et de la solidarité du bâtiment au travers de la présentation Carnot. Je viens de le dire, l'enjeu aujourd'hui du bâtiment en France, on dit souvent que ce sont des emplois non délocalisables et à la fois c'est une filière très importante en France qui a des besoins de se transformer compte tenu de tous les enjeux qui ont été présentés tout à l'heure par cette vidéo face aux nombreuses transitions climatiques, énergétiques. Vous êtes avec nous, je crois, vous êtes en direct. Absolument, bonjour Jean-Christophe. Bonjour à vous. Peut-être quelques mots, parce que vous êtes ce matin, peut-être ce qu'est Carnot à nos internautes. Oui, alors absolument. Alors, ce qu'on fait chez Carnot, c'est nous chauffons des personnes gratuitement avec des ordinateurs, avec la chaleur que vont dégager des ordinateurs. Alors, plus précisément, ce que nous faisons, c'est que nous déployons des systèmes de chauffage, des radiateurs, des chaudières, donc pour le chaude sanitaire, dans des bâtiments et notamment dans des logements sociaux. Voilà. Et ces systèmes ont pour particularité justement d'embarquer des ordinateurs, c'est-à-dire des cartes mères, des processeurs, et ces machines vont être utilisées à distance par des entreprises, des salles de marché, des banques, des studios d'animation 3D, des centres de recherche, pour effectuer tout un tas de calculs ou de simulations complexes. Et évidemment, lorsque ces machines travaillent, lorsqu'elles vont travailler à distance pour ces entreprises, elles vont chauffer gratuitement les espaces où elles sont déployées. Donc, de cette manière, vous n'avez plus besoin de refroidir les ordinateurs comme on le fait traditionnellement dans un data center, et les bâtiments vont bénéficier d'un chauffage gratuit, voilà, là où ils sont déployés. Ça permet effectivement de proposer pour les bâtiments un chauffage gratuit et écologique, et pour le côté cloud computing, un calcul beaucoup plus responsable puisqu'on va réduire de plus de 75% l'empreinte carbone d'un calcul informatique. Voilà. Miroslav Siveni, justement, ce projet Carnot aujourd'hui est un modèle d'exemple pour l'ensemble de la filière. Selon vous, justement, vous l'avez vu lors des annonces du gouvernement, notamment sur l'idée de soutenir aujourd'hui toute la filière du bâtiment. Le gouvernement a mis plutôt l'accent justement sur ce qui sera la rénovation énergétique. Peut-être dire à nos internautes, c'est quoi aujourd'hui ce marché de la rénovation énergétique? On connaît le plan qui a été porté par notamment Philippe Pelletier. C'est quoi à l'échelle du potentiel aujourd'hui qui se présente devant nous dans la région Île-de-France? Le potentiel est très important parce que alors chez Carnot, nous, on va adresser sur la partie de la rénovation énergétique on va dire un secteur qui est celui du chauffage électrique. Vous avez aujourd'hui des dizaines, voire des centaines de milliers de logements qui sont équipés en chauffage électrique en région Île-de-France. Rénover un bâtiment, c'est-à-dire quand on va travailler sur la partie énergétique, on peut évidemment travailler sur l'enveloppe, mais il faut également travailler sur le système de chauffage, c'est-à-dire avoir quelque chose de plus efficace. Quand on est sur de l'électrique, malheureusement, on reste, pour des raisons économiques, un peu collé avec de l'électrique. Donc l'idée, c'est de trouver un système de chauffage électrique plus intelligent. C'est effectivement cette brique-là que nous allons proposer, aussi bien sur le chauffage des espaces que sur le chauffage de l'eau chaude sanitaire. Mais voilà un petit peu le sujet. Le potentiel est effectivement très très important, et non seulement en région Île-de-France, mais sur l'ensemble du territoire.
Merci Miroslav Zveldi. Peut-être juste un mot, vous l'avez compris, finalement, dans Construire au futur, habitat le futur, la région, j'allais dire, joue le rôle de chef de file avec près d'une 120 parties, juste pour pouvoir, bien entendu, un certain nombre d'investissements qui ont été décidés par le secrétaire général pour l'investissement, parce qu'on veut faire de cette région Île-de-France un territoire à la fois d'innovation, d'expérimentation. C'est dans ces 120 partenaires des collectivités locales, des entreprises. Je le disais à mon interlocuteur hier, c'est presque un cluster à l'échelle de la région Île-de-France de pouvoir impliquer tous ces partenaires pour pouvoir mener cette expérimentation. Euh, Qu'est-ce que vous voulez justement de cette expérience, c'est-à-dire à la fois de réunir de 120 acteurs privés, opérateurs publics, dont on va aller à la fois vite compte tenu des objectifs. Bien sûr, la région s'est inscrite dans une politique ambitieuse de Smart Région. Cette dynamique de partenaires se fait et de quelle manière? Alors, je voulais juste préciser que notre relation avec la région Île-de-France, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas de ce programme-là et de ce mouvement, on va dire, dans le contexte de la crise actuelle. En fait, la région Île-de-France, nous avons été accompagnés dès 2010, dès 2011 sur l'émergence de l'innovation, parce que nous, on porte une innovation qui a nécessité des investissements R&D extrêmement lourds. On a eu 3 ans de R&D et c'est vrai que nous, dès le début, on a été accompagnés grâce à des subventions pour permettre l'émergence de ces technologies vertes. Et ça il faut quand même effectivement le resituer. C'est pas quelque chose qui date de maintenant. Alors effectivement, donc le programme des territoires d'innovation de grande ambition, la région est venue nous chercher tout naturellement il y a 2 ans sur ce programme-là et que nous avons intégré dans ce groupement dont vous parliez sur un sujet très précis qui était effectivement quelque part un peu taillé pour Carnot, qui était chauffé avec le numérique, qui est vraiment notre cœur de métier. Et donc nous on apporte effectivement cette brique technologique, mais comme vous l'avez très bien souligné, en fait c'est un groupement avec plus de 120 partenaires, avec une dynamique qui a été extrêmement forte, extrêmement positive et extrêmement rapide. Nous, on a été, je dois l'avouer, les premiers surpris par la rapidité avec laquelle ce programme s'est mis en place et la rapidité avec laquelle ce programme a déroulé. Et c'est vrai, alors peut-être dans le contexte de la crise et de post-crise, il se trouve que nous, on a sollicité avec la région l'État pour de l'investissement. Et c'est vrai que l'État a été au rendez-vous, c'est-à-dire les engagements qui ont été pris avant la crise, non seulement ont été tenus, mais ont été effectivement déroulés de manière extrêmement rapide et extrêmement efficace. Et donc tout ça par le biais effectivement de la Caisse des dépôts et de consignation. Donc dans l'ensemble, effectivement, le mécanisme, en tout cas nous concernant, a extrêmement bien fonctionné. C'est-à-dire que l'État investit aujourd'hui 1 million d'euros au capital de Carnot. On avait déjà la Caisse des dépôts comme investisseur, mais pour nous, d'abord c'est une dynamique de groupe extrêmement positive et surtout c'est un signal extrêmement fort pour ce type de technologie et notamment pour nos ambitions de déploiement en région Île-de-France. Voilà. Merci, merci Miroslav Zveldi, vous êtes directeur général et merci en tout cas, je crois que la présentation de Carnot, voilà, je vous disais merci en tous les cas d'avoir été avec nous ce matin. Ça nous a permis de mieux nous éclairer aujourd'hui sur cela qui en tous les cas porte une accélération et vous faites du numérique justement un atout d'accélération par rapport à tous ces enjeux écologiques. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Merci à vous. On va peut-être voir tout ceci dans les du direct si le secrétaire général pour l'investissement, Guillaume Boudy, est avec nous ou pas. Est-ce que la régie peut me dire? Est-ce que Guillaume Boudy est avec nous? Logiquement, oui. Ah, merde. Logiquement, oui. Est-ce que vous me voyez? Je ne vous vois pas. On vous entend. C'est à vous. Allez, je vous laisse. Là, vous devez me voir, logiquement. Écoutez, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous ce matin. Merci en tous les cas de nous consacrer un peu de temps. Vous m'aviez prévenu, vous étiez un petit peu dans le trafic parisien, vous êtes arrivé, on reconnaît Bercy. En tout cas, ravi de vous avoir avec nous, monsieur le secrétaire général à l'investissement. Pour l'investissement, je disais, vous travaillez aux côtés d'Édouard Philippe
on fait un flashback, mais au mois de septembre, il y avait cette annonce sur les territoires d'innovation. La région Île-de-France a été retenue justement autour de ce projet Construire le futur, habiter le futur. Peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent ce matin sur la tribune en partenariat avec la région Île-de-France, nous rappeler quelle était la décision du gouvernement sur ces éléments d'innovation. Alors, merci et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, c'est une contrainte du post-Covid. Alors, effectivement, Territoire d'innovation, c'est un programme qui a été lancé à l'initiative du gouvernement et qui a été effectivement dévoilé, si je puis dire, avec ses 24 candidats lauréats le 13 septembre dans la Drôme par le Premier ministre, Édouard Philippe. Alors, l'idée est venue de deux constats au fond. C'est que le premier, c'est que l'innovation ne naît pas que dans les laboratoires scientifiques, mais elle naît aussi dans les territoires, dans les populations, dans les associations, dans les entreprises localement, et puis elles sont portées aussi par les collectivités. Et donc au fond, c'était un outil à la fois pour marquer la confiance de l'État dans cette capacité d'innovation des territoires, et puis d'aller faire du bottom-up, comme on dit en mauvais français, c'est-à-dire faire remonter au fond du terrain les innovations. Le deuxième constat ou conviction que porte ce programme, c'est qu'il faut au fond des démonstrateurs. Une innovation qui naît, elle a besoin avant d'être développée, massifiée si je puis dire, elle a besoin d'être testée. Et pour les tester, alors soit vous faites des tests en laboratoire, soit vous faites des tests, j'allais dire presque cliniques, c'est-à-dire en conditions réelles. Et au fond, Territoire d'innovation, c'est ça, c'est une démarche de test de laboratoire en conditions réelles avec des vraies personnes, des vrais utilisateurs, et sur des territoires, c'est-à-dire on peut se dire que si l'expérience réussit dans ces territoires, elle est ensuite reproductible et multipliable dans d'autres territoires. C'est la raison pour laquelle, au fond, on a mis pas mal de moyens, puisqu'il y a 450 millions d'euros qui ont été consacrés, 150 millions en subventions et 300 millions en fonds propres, en prise de participation dans des projets, avec au fond 4 objectifs qui sont d'abord la transformation, l'accompagnement des grandes transitions qui sont présentes dans les différents territoires, et je pense notamment à tous les sujets autour de la transition écologique, bien sûr, climatique, mais aussi la question des mobilités propres, celle des énergies renouvelables et de leur mise en réseau. C'est aussi la question de la place du handicap, qui est portée aussi par un des territoires. Ce sont comment évolue un territoire industriel en milieu urbain. Et puis, c'est la question de la transition de l'habitat en milieu dense, et c'est celui qui est notamment porté par le projet porté par la région Île-de-France. On a un deuxième objectif souhaité, et ça c'était aussi le rôle du jury qui a sélectionné ces candidats, on a souhaité faire appel à la diversité des territoires pour avoir une palette suffisante de territoires pour que ce soit là aussi reproductible ensuite. Et donc on a à la fois 8 territoires ruraux, 9 villes moyennes, on a aussi 6 métropoles et puis un territoire mixte parmi les lauréats. Donc on couvre à la fois quasiment toutes les régions, mais aussi toutes les typologies de territoires. Le troisième objectif, c'était de nouer des partenariats et d'assurer la participation des habitants. Donc ça a été d'ailleurs un des critères de sélection de l'ensemble de ces projets, qui était de s'assurer que habitants, entreprises, associations, laboratoires de recherche aussi locaux, allaient travailler ensemble et porter un projet vraiment ensemble, et que la population elle-même, individuelle, serait associée. Donc on a demandé qu'il y ait des dispositifs d'association des habitants. C'était d'ailleurs une exigence assez forte, compliquée pour certains à mettre en œuvre, ce qui a été un des critères de sélection. Mais en tout cas, dans les 24, la promesse sera tenue. Et enfin, la quatrième objectif, c'est d'identifier des bonnes pratiques. Comme je disais, c'est pouvoir multiplier. Et pour cela, on a créé une sorte de club qui s'appelle la communauté des lauréats, un club des territoires, des 24 territoires, qui se réunissent 2 à 3 fois par an et qui vont partager au fond leurs différentes expériences dans des domaines très divers, puisqu'il y a de l'e-santé, de la mobilité, des énergies, etc. Et on espère comme ça faire accélérer au fond le développement des territoires à partir de l'expérience réussie des uns ou des autres. Le processus, il a été assez sélectif. Donc les 24 candidats, et notamment la région Île-de-France, sont passés par différents filtres, puisqu'il y avait près de 120 candidats, et qu'on arrive à 24 aujourd'hui. Et
le territoire Île-de-France regroupe par sa taille, au fond, pas mal des problématiques qui sont traitées par ce programme, puisque c'est à la fois une zone d'extrême densité, c'est aussi une zone économique, industrielle, c'est une zone où évidemment, les sujets d'énergie, de transport, mais y compris de santé, parce que la désertification ne touche pas que les zones rurales, mais également un certain nombre de quartiers des villes environnantes. Au fond, l'Île-de-France est un laboratoire dans le laboratoire. Et on va suivre avec beaucoup d'attention le travail qui est lancé par la région Île-de-France et l'ensemble des partenaires, parce que c'est une des caractéristiques, c'est qu'il y a beaucoup de partenaires, une très forte richesse. C'est un très gros projet, 310 millions d'euros. Nous y mettons un peu plus de 90 millions d'euros. Et sur une thématique qui est très transversale, qui est la question au fond de le mieux habiter une région métropolitaine très dense, dans lesquelles les questions de réchauffement climatique sont évidentes, pour nous qui habitons dans cette région, les questions de transport, mais aussi les questions d'emploi. Et l'angle qui a été pris notamment sur le bâtiment innovant, et je sais que Axeléo est porteur de ces innovations à travers le fonds voilà, dans lequel nous allons participer, est porteur de beaucoup d'emplois dans cette région, qui en a, comme beaucoup de régions françaises, beaucoup besoin. Et puis tous les sujets autour des nouveaux modes de travail et du co-living, co-working, voilà, l'usage de l'habitat pour le travail, évidemment qui a pris une importance toute particulière. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais en tout cas, voilà, c'est un Justement, très beau programme. Monsieur Boudy, ouais. Finalement, la région de France a été retenue, hein, vous le disiez, parmi ces 20 beaux projets de territoire d'innovation. Tout le monde s'interroge, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut, selon vous, en quoi le contexte post-Covid donne encore plus, je veux dire, de l'importance à un projet comme celui-ci qui est construire le futur. Je disais, monsieur le secrétaire général pour l'investissement, demain, dans la tribune, un sondage IFOP avec Europe 1 Public Sénat qui met vraiment la préoccupation du logement, des mobilités, la question du télétravail demain pour cette région Île-de-France. Selon vous, entre septembre, où vous avez retenu ce projet de la région Île-de-France, et aujourd'hui, d'après vous, qu'est-ce qui peut changer la nature ou l'importance de ce projet autour des territoires d'innovation? Oui. Alors, sans doute, et aujourd'hui, la période révèle la pertinence de la réflexion des différents porteurs des projets dans les 24 cas. Parce que, vous voyez, on a des très beaux projets sur l'e-santé, et qui montrent bien que l'e-santé, alors qu'on n'imaginait pas d'une telle crise, l'e-santé était au cœur du suivi des personnes affectés par ce virus, ou ceux d'ailleurs qui ne pouvaient plus se déplacer chez le médecin, qui avaient besoin de les voir. On a eu une explosion de l'e-santé, et il se trouve que plusieurs mois avant, des territoires s'étaient penchés sur ce sujet. Même question sur les questions des mobilités, notamment des mobilités propres et de demain. Je pense à l'expérimentation qui aura lieu qui est lancé, le projet qui est lancé à Rouen autour des navettes autonomes. Et puis, vous avez la question de l'habitat que traite l'Île-de-France, avec toutes ces questions de comment dire, le double usage du logement, mais aussi, et on retrouve dans nos 24 projets beaucoup de thématiques qui sont portées par la conférence citoyenne pour le climat, qui vient de rendre ses conclusions, et le président de la République qui s'est exprimé il y a quelques jours dessus, enfin, en début de semaine. Et on voit bien qu'au fond, tous ces programmes, tous ces projets vont être une magnifique opportunité pour tester in vivo toutes ces belles idées qui aujourd'hui arrivent. Et pour le coup, non seulement on a les territoires, on a les partenaires, et en plus on a les crédits. Donc voilà, tout est normalement réuni pour que ça réussisse. Et en tout cas, nous, du côté du secrétariat général, on va animer activement avec la Banque des Territoires, qui est notre opérateur sur le sujet, ce projet. Madame Laura Dour s'exprima tout à l'heure pour expliquer voilà, comment la Banque des Territoires intervient sur le sujet. Et évidemment, Madame Pécresse et Madame Dublanche expliqueront mieux que moi quelle est l'ambition de leur projet. Juste peut-être une dernière question, vous l'avez cité, la présidente de région ici, dans la région Île-de-France, Valérie Pécresse et Alexandra Dublanche interviendront. On fait partie de ces collectivités locales, régions qui ont été très présentes durant la crise du Covid.
souvent appelant aussi le gouvernement à avoir plus de responsabilités, plus de capacité locale à aider et à pouvoir agir. Est-ce que d'une certaine manière, ce projet de territoire d'innovation sur le thème de construire au futur, habiter le futur, c'est pas une démarche de décentralisation et de donner plus de responsabilité et de liberté à un territoire comme la région Île-de-France pour faire avec les opérateurs privés, les opérateurs publics? Alors, je le disais en introduction, c'est vraiment un acte de confiance vis-à-vis des collectivités dans leur capacité à innover et surtout à servir d'exemple aux autres collectivités. On a veillé dans le dispositif à mettre aussi les préfets, représentants de l'État, au cœur du dispositif pour qu'il y ait au fond ce partenariat État-collectivité. Il n'y a pas que des régions, il y a aussi des collectivités départementales, des intercos et quelques communes aussi. Et effectivement, là aussi, c'est une expérience sur un projet concret de partenariat qui soit tant social qu'économique. Parce que si vous regardez les différents projets, au fond, on a des projets qui sont aussi à vocation fortement sociale. Je pense à Lorient sur la ville et le handicap, qui est un très très joli projet. Sans perdre de vue d'ailleurs l'association d'un écosystème qui soit à la fois académique, avec les universités, les écoles du territoire et les laboratoires, mais aussi les entreprises, parce que une des forces du programme d'investissement d'avenir que nous pilotons au secrétariat général, c'est de créer du lien et du partenariat et de la coopération entre les acteurs et créer de la valeur et de l'emploi. Et je pense que cet objectif, qui est au cœur de cette démarche, je pense qu'il prend d'autant plus d'importance vu la situation dont nous sortons et où peut-être nous entrons aussi. Et justement, en tout cas, merci Guillaume Boudy, merci de votre intervention. Vous étiez en direct de Bercy, d'avoir été avec nous ce matin et de rappeler l'engagement de l'État dans ce projet Construire au futur, habitat futur, qui a été sélectionné comme territoire d'innovation. Merci en tous les cas de votre présence avec nous ce matin, ici avec la tribune de la région Île-de-France. Merci à vous. Alors justement, nous allons parler d'emploi. On va accueillir nous allons Éric Burdier et Jérôme Puel, de l'habitat, de l'immobilier. On parle bien de la PropTech. Éric Burdier, bonjour, et apparaître dans quelques instants. Vous êtes le président et dirigeant de Axeléo. Axeléo, justement, qui intervient pour financer l'innovation dans le secteur de la PropTech. Est-ce que vous êtes avec nous, Éric Burdier? Éric Burdier. Alors, est-ce que Jérôme Puel et Éric Burdier sont avec nous? Alors, moi, Jérôme Puel, je suis là. Ah, voilà. Nous sommes ravis de vous accueillir. Écoutez, Éric Burdier va peut-être arriver dans quelques instants. Je disais, Jérôme Puel, c'est vrai que voilà, quand on parle bâtiment, quand on parle logement, on a compris l'enjeu, j'allais dire, de vivre ensemble au sein de la région. Valérie Pécresse en a fait une des priorités. La région Île-de-France veut être une région pionnière et forte en Europe sur cette question des PropTech. Et cette question des PropTech, justement, Éric donnait un petit peu la définition. C'est bien entendu toute l'accélération digitale qui peut permettre justement à avoir une chaîne de valeur dans le secteur de l'immobilier qui va être à la fois plus efficace en matière avec de la désintermédiation, en revoyant bien sûr la question aussi de la logique du coût. Vous, justement, Jérôme Puel, vous êtes un des dirigeants d'un grand groupe qui est Arcade VYV, qui est un grand groupe orienté, on va dire, sur les métiers mutuels, assurance. De vous intéresser plus particulièrement, parce que ça va pour l'investissement, sur la question, on va dire, de l'habitat, de l'immobilier. Peut-être nous dire en quoi aujourd'hui vous avez fait de cet élément-là
un axe stratégique de notre groupe. Oui, tout à fait. Merci Jean-Christophe. Donc, préciser peut-être que nous sommes un acteur de l'immobilier. Un groupe Arcade Vive, nous sommes la branche, on va dire, habitat du groupe Vive. Nous sommes un acteur de l'immobilier à travers nos métiers de promotion, de gestionnaire, de promoteur, mais nous sommes surtout un acteur de l'utilité sociale. Donc, à partir de là, nous pensons que notre mission n'est pas uniquement de construire et de gérer des logements, mais plus largement d'améliorer la vie des gens à travers le levier de l'habitat. Et par rapport à ça, effectivement, le choix que nous avons fait, c'est de prendre l'entrée santé. D'abord parce que si vous demandez autour de vous, à vos proches, ce qui compte dans leur vie et comment on peut l'améliorer, assez rapidement, parmi les thématiques citées, vous aurez la santé et vous aurez le logement. Et non seulement ce sont des sujets importants, mais ce sont des sujets qui sont liés entre eux. Et c'est vraiment ça l'essence du rapprochement entre le groupe Vive et le groupe Arcade, c'est le fait que le logement est un déterminant de santé. Donc vos conditions de logement influent sur votre santé, en bien ou en mal selon les cas. Et donc nous, on va faire en sorte que ce soit en bien. C'est vraiment la marque de fabrique de notre groupe, de rapprocher les compétences qu'il y a chez Vive en matière de médecins, de prévention, de services de soins et les compétences Arcade d'expertise sur le bâtiment. Donc nous avons l'ambition de concevoir des logements et de concevoir des services associés qui permettent à nos occupants, à nos accédants de bien vivre dans leur logement et d'être en bonne santé dans leur logement. Peut-être pour illustrer ça, hein, juste citer une expérimentation qu'on est en train de faire en ce moment où sur une partie de notre parc, nous donnons gratuitement accès à nos locataires à un service de téléconsultation pour pouvoir joindre un médecin à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Voilà pour un peu, puis je pense que c'est quelque chose qui est assez apprécié. Et donc, nous travaillons dans cet état d'esprit-là pour développer d'autres produits de ce type. Merci en tous les cas, Jean-Pierre. Alors, ça va nous permettre d'introduire notre bonjour. Vous êtes avec nous, je vous ai vu. Oui, bonjour Jean-Christophe. Éric Burdier. Bonjour, ravi de vous accueillir. Il y a une très belle actualité pour vous dire, c'est une bonne actualité pour toute la région Île-de-France, pour son ambition sur les PropTech, sur lesquels donner des objectifs bien précis à la fois Valérie Pécresse et Alexandra Dublanche, puisque vous annoncez un fonds cible de 50 millions d'euros dédié aux startups européennes de la PropTech. On a envie de dire, dans un contexte un peu morose, où on parle plus des plans sociaux que des levées de fonds, parce que là, on parle quand même d'un fonds qui va permettre d'accompagner beaucoup de startups à l'échelle européenne. Exactement. Donc, Axeléo PropTech One, donc, que nous avons annoncé mardi dernier, est le premier fonds dédié aux startups early stage de la PropTech en France et en Europe. Notre objectif est de créer un fonds de 50 millions d'euros et nous avons réuni pour ce premier tour 35 millions d'euros syndiqués autour de partenaires de premier plan, hein, donc la Banque des Territoires, Guillaume Maudy l'a évoqué tout à l'heure, la région Île-de-France, le groupe Vive, RTE, Alliance France, Vinci Énergie, beaucoup de family office de premier plan. Donc, quand on parle de PropTech, on va s'adresser à l'ensemble des innovations d'usage ou technologiques sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier. Donc, on va vraiment de l'amont à l'aval, BTP, construction, conception, investissement, transaction, l'ensemble des nouveaux services jusqu'à la planification urbaine. Là-dessus, je disais donc les enjeux considérables. C'est vrai que la région de France, on le disait, a été retenue comme territoire d'innovation. Bon, très important en matière de transition écologique, en matière de construction. Finalement, peut-être que pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce matin, c'est quoi la PropTech et encore aujourd'hui pour toute la chaîne de valeur du secteur de l'immobilier et du bâtiment? La PropTech, c'est ce que j'ai effectivement évoqué juste avant, hein, c'est l'ensemble des innovations qui vont toucher cette chaîne de valeur qui est très large.
et dans lequel on arrive dans un momentum assez fort où il y a une forte pression des enjeux sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques, mais aussi une forte pression de changement qui est plutôt du côté de la demande aujourd'hui, plutôt côté de l'offre. Là-dedans, nous, on identifie trois tendances de fond. Une tendance d'abord démographique, puisque ils vont avoir une augmentation de la population urbaine de plus de 80%. Les villes vont devoir gagner en productivité sur un ratio quasiment de x2. Des changements de modèles sociaux. On est tous de plus en plus hyper connectés. On veut une expérience digitale extrêmement forte, de l'hyper-personnalisation. Et de l'autre côté, on est aussi de plus en plus nomades. Donc, on a besoin que l'offre d'immobilier, que nos lieux de vie soient adaptés par rapport à ça. Et en toile de fond, une pression environnementale qui nous concerne tous, sur laquelle la conscience collective est de plus en plus présente, puisqu'il faut savoir qu'on consomme tous l'équivalent de 3 tonnes de ciment par an et par être humain. Donc, on voit bien que l'étalement urbain a un certain nombre de limites et que pour répondre à l'ensemble de ces enjeux, les acteurs de l'immobilier doivent industrialiser leur modèle pour trouver des solutions de productivité et rendre les modèles plus efficients, plus agiles, et pour répondre aux attentes collectives. Là-dessus, justement, on accueillait précédemment un de vos puisque dans le cadre justement de ce nouveau véhicule qui va pouvoir financer des nouveaux projets, des nouvelles startups en amorçage, oui. Vous avez un partenariat, puisque Jérôme Puel intervenait juste avant vous. Comment se passe justement la nature des relations justement là avec, on parle de Arcade VYV, qui eux ont plutôt se sont orientés sur une stratégie liée, on va dire, plutôt aussi pour la région Île-de-France. Comment vous accueillez justement de nos partenaires dans votre véhicule financier par rapport à la stratégie qui est en tous les cas le cas pour le groupe Arcade? Il y a deux sujets différents. Un fonds d'investissement, pour qu'il puisse fonctionner, a besoin de capitaux. Donc, les capitaux sont à la fois amenés par des partenaires privés et des partenaires publics pour financer des sociétés early stage, donc des sociétés qui sont très jeunes, qui ont déjà des technologies éprouvées, mais peu de clients dans un segment de marché la PropTech, l'immobilier, qui est très profond, mais dont l'accès au marché est compliqué pour ces jeunes pousses. Donc, il y a un enjeu de financement d'une part, et d'autre part, il y a un enjeu business pour ces sociétés d'avoir des portes ouvertes auprès d'acteurs bienveillants pour les aider à expérimenter. Jérôme en a donné un exemple juste avant. Et puis, pour certains, d'être portés à plus grande échelle, à l'échelle internationale, via des partenariats de distribution, via des partenariats d'intégration. Donc, il y a vraiment ces deux faces. L'enjeu de financement de ces sociétés qui sont majoritairement early stage en Europe, et un enjeu de développement commercial pour aider ces innovations à percer auprès de tous les territoires et à percer auprès de tous les publics. En tout cas, c'est une excellente nouvelle pour l'économie française, pour la PropTech. Ça veut dire que ce fonds va permettre, en tous les cas, cette annonce d'aujourd'hui va permettre en tous les cas de pouvoir mettre sur la table de manière très concrète, venir en aide à beaucoup de startups. Et c'est vrai qu'en région Île-de-France, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés dans ce secteur de la PropTech, qui est une véritable nouvelle filière. Alors, ce n'est pas peut-être encore à l'échelle d'un pôle de compétitivité, mais c'est, j'allais dire, vraiment un cluster qui est en train de se développer en région Île-de-France. Et j'allais dire, ces futures startups championnes à l'échelle européenne, certainement, seront demain des acteurs et des opérateurs importants pour la région Île-de-France. Merci à vous, Éric Burdier. Merci à vous, Jérôme, d'avoir été avec nous ce matin. Ça nous a permis aussi de montrer que dans ce sujet d'innovation en matière d'immobilier, d'habitat, il y a aussi toute une filière qui est en train de se structurer. Et merci en tous les cas de nous avoir réservé ces belles annonces, Éric Burdier, ce matin. C'est toute la région Île-de-France qui peut se féliciter parce que, bien entendu, on est quand même dans un secteur très compétitif à l'échelle mondiale avec des grands acteurs de la PropTech, je pense notamment aux États-Unis, et c'est très important pour l'Europe et pour la région de France
de pouvoir avoir une telle dynamique. On va lancer une vidéo qui va nous permettre de pouvoir entrer dans une nouvelle séquence puisque nous attendent et vont pouvoir intervenir dans quelques instants Alexandra Dublanche, la vice-présidente justement en charge de l'innovation et qui porte ce projet, et avec Marianne Louradour qui dirige la Banque des Territoires. On se retrouve juste dans quelques instants. S'endormir, mais jamais y vivre, y travailler, y sortir. C'est ça ma ville? Et si on remettait les choses dans le bon sens? C'est ça ma ville. Y vivre, y travailler, y sortir, mais jamais s'endormir. Retour dans notre émission ce matin, construire au futur, habiter le futur, c'est un sujet majeur, je le rappelle, demain, dans la tribune, un sondage IFOP avec Europe 1 et Public Sénat qui met l'accent sur l'enjeu central pour les Français, préoccupation de leur logement, notamment dans ce contexte Covid, quels vont être les nouveaux usages, les nouveaux modes de consommation, les nouvelles façons de se déplacer dans un contexte post-Covid. Mais on est très heureux, en tous les cas, en partenariat avec la région Île-de-France, de pouvoir accueillir la vice-présidente de la région chargée du développement économique, de l'attractivité, de l'agriculture, de la ruralité. Et puis, vous êtes aussi, Alexandra Dublanche, présidente de l'association Construire au futur, habiter le futur. On recevait il y a quelques instants le commissaire général pour l'investissement. J'allais dire, ce projet tombe à pic. Vous avez été retenu en septembre dans un projet qui quand même rassemble à peu près 120 acteurs, collectivités locales, opérateurs privés publics. Pourquoi, Alexandra, vous qui avez été au cœur d'une région, on va dire, très engagée dans toute cette période du Covid, en quoi ce projet est de nature encore plus importante dans le contexte, bien sûr, qu'évoluent les Franciliens? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai écouté tout ce qui a été dit par les intervenants précédents qui participent aussi activement à ce projet et je les en remercie. Le constat de départ, c'était par rapport à des enjeux franciliens encore plus prégnants qu'ailleurs. C'est toujours le prix du foncier dans notre région, le loyer et le prix pour vivre, pour se loger, c'est 1/5 du budget des franciliens. C'est aussi un secteur de la construction qui est particulièrement émetteur de gaz à effet de serre. On a rappelé la Convention citoyenne, c'est des sujets évidemment qui montent en puissance, qu'on ne découvre pas, mais on voit une réelle implication des citoyens de plus en plus importante. Et tous ces enjeux que je viens de citer se sont renforcés pendant la crise du Covid avec une volonté de tous les acteurs de trouver des lieux de vie qui soient plus adaptables à nos modes de vie franciliens qui sont aussi particuliers. Aussi comment on aménage des espaces urbains à l'époque de la distanciation sociale, comment on repense les cœurs de ville post-Covid. Et évidemment, tout ce besoin de respirer. On a quand même un sujet en Île-de-France suite à cette crise, c'est comment on maintient cette région attractive, puisqu'on a vu qu'il y a à peu près, je crois, 17% des Franciliens qui ont fait leur confinement hors Île-de-France. Et donc, pour nous, avec Valérie Pécresse, il faut qu'on montre que cette région reste attractive. Donc, il faut investir dans des projets qui réduisent le coût pour les Franciliens de se loger, avec aussi des espaces de respiration. Et donc, c'est ce qu'on fait avec tout un tas de partenaires. Donc, effectivement, la crise a renforcé toutes les orientations de ce programme Construire le futur, habiter le futur, pour baisser les coûts, pour avoir une dimension, une transition écologique et énergétique de l'habitat, pour réfléchir aussi peut-être à l'industrie 4.0, toute la compétitivité aussi de cette filière bâtiment-construction par rapport à d'autres régions, avec des outils numériques. Quand on voit Carnot, c'est formidable. Carnot, on les accompagne depuis un moment. Comment on réutilise cette chaleur des ordinateurs pour chauffer. Enfin, voilà, donc c'est là-dessus. Et nous, je pense que Région Île-de-France, on a toute la légitimité à être leader sur ces sujets en tant que région de l'innovation, évidemment, région qui accueille aussi, qui va accueillir des grands événements type les JO, qui va accueillir des grands projets type Grand Paris Express. Et donc, tout ça transforme notre mode de vie. Et donc, il faut être avec 3 temps d'avance. C'est aussi ce qu'on fait avec la PropTech. On a voté d'ailleurs hier 1 million d'euros pour mettre dans ce fonds.
Et donc voilà, c'est toutes les réflexions qu'on a, mais qui effectivement sont validées par la crise. Alexandra Dublanche, restez avec nous. On a avec nous quelqu'un que vous connaissez bien, qui est partenaire aux côtés de la région Île-de-France, c'est Marianne Oradour. Marianne Oradour, bonjour. Vous êtes la directrice régionale de l'Île-de-France. Maintenant, la Banque des Territoires, c'est quelque chose de plus nouveau pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est la banque qui est au cœur, au service des élus, des collectivités locales. Peut-être rappeler, Marianne, parce qu'on recevait il y a quelques instants le secrétaire général pour l'investissement. Je lui disais un peu par provocation, c'est d'une certaine manière quand Bercy opère la décentralisation pour mettre finalement ces 24 territoires d'innovation. Peut-être quel a été le rôle de la Banque des Territoires et quel est son rôle, puisque bien sûr c'est un projet au long cours, Marianne. Marianne, on ne vous entend pas, votre micro. Ça y est, est-ce que vous m'entendez là? Parfait, c'est parfait. Bon, très bien. Mais donc, je vous disais bonjour Jean-Christophe et ravi de rejoindre ce plateau de la tribune. Ravi de rejoindre Alexandra Dublanche avec laquelle effectivement nous avons plein de projets actuellement en cours de closing d'ailleurs. Et puis ravi après cette période un peu douloureuse que nous avons vécue, cette crise sanitaire, les retombées économiques. Ravi de parler du futur, de la construction au futur, de l'habitat du futur, et ça nous fait un bien fou. Alors, quel est le rôle de la Banque des Territoires dans ce programme? Donc, Guillaume Boudy l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes donc dans le 3e programme d'investissement d'avenir, et la Banque des Territoires est l'opérateur de l'État. On est dans notre mission historique, dans nos missions traditionnelles, gestionnaires pour compte d'autrui, tiers de confiance, les missions historiques, les consignations, les dépôts des notaires, le livret A. Et puis depuis 2008, puisque c'est des programmes qui ont commencé en 2008, pour le secrétariat général pour l'investissement, opérateur de ces programmes, avec des programmes qui ont démarré sur l'économie de la connaissance, l'économie du numérique. Il y a eu le programme Ville de demain, qui était un peu un préfigurateur de ce programme d'innovation de grande ambition. Et la Banque des Territoires, lorsque nous sommes et que nous avons cette responsabilité d'opérer pour le compte de l'État, nous le faisons évidemment avec la même précision, avec la même attention et avec les mêmes moyens que ceux de la Banque des Territoires, dans cette nouvelle acception stratégique que vous rappeliez, Jean-Christophe, qui est cette Banque des Territoires, avec un écosystème interne à la Caisse des dépôts, entièrement orienté sur le territoire, avec une agilité pour être sur toute la chaîne de valeur du territoire, à être dans le conseil, à être dans le financement et aussi à être opérateur. Et c'est exactement cela que nous faisons sur ce programme d'innovation de grande ambition. Nous avons été en amont d'abord dans la manifestation d'intérêt, puisque comme le rappelait Guillaume Boudy, il y a eu une présélection. Nous étions là pour conseiller les opérateurs. Nous avons été là pour faire le cahier des charges avec l'État, pour structurer ensuite les demandes. Il y a deux programmes d'innovation en Île-de-France. Un en cœur d'Essonne qui va être sur l'agriculture, les circuits courts, et puis donner aux populations une alimentation saine, nutritive et équilibrée. Et puis ce programme qui est porté par la région avec un écosystème de chercheurs, de diversité, de communes, mais aussi d'opérateurs privés, entreprises et associations. Et là, nous sommes maintenant dans le démarrage du programme, donc nous en faisons la gestion administrative et financière, donc pour la partie subvention, avec l'instruction des subventions, le reporting, le suivi des actions, et puis cette partie investissement qui fait partie 300 millions, rappelé Guillaume Boudy pour le national, je crois que c'est 60 millions, près de 60 millions pour la région qui vont être investis par ce programme dans des initiatives, et là nous les instruisons
en investisseurs pour le compte de l'État. Et puis, parfois, comme pour Carnot, comme pour le fonds PropTech, nous sommes aussi co-investisseurs. Et là, nous faisons levier à côté de ce programme pour investir nous-mêmes sur nos fonds propres. Et nous avons mis dans Carnot Computing, dans cette solution très innovante, hein, on l'a vu, elle a été présentée, disruptive, et nous avons mis 1 million pour le compte de l'État et 1 million pour le compte de la Banque des Territoires. Marianne Orano, restez avec nous. Alexandra Dublanche, Construire au futur, habiter le futur. Beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises nous suivent ce matin parce que, bien entendu, c'est la filière du bâtiment, c'est la filière des travaux publics. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec ce projet de territoire d'innovation dans lequel vous investissez pour l'avenir, d'après vous, les premiers résultats, c'est pour quand? C'est-à-dire qu'on a, vous le savez, dans ce contexte, à la fois géré l'immédiateté, l'urgence, la préoccupation des Franciliens et vous êtes une élue de terrain. Et puis à la fois, il y a bien sûr une filière qui a besoin d'être soutenue. Peut-être vous pourriez nous dire quelques mots sur le plan de relance économique hein, qui a été annoncé par Valérie Pécresse et par vous-même, un plan ambitieux. Et à la fois, voilà, quelles vont être les répercussions? Là, on a parlé de beaucoup de moyens qui étaient mis sur la PropTech, certainement avec des retombées plus dans un moyen long terme sur les effets. Voilà, comment vous gérez, Alexandra, on va dire, la gestion du court terme et du long terme pour soutenir toute cette filière? Alors, merci pour cette question. C'est vrai que nous, on a eu une volonté d'accompagner cette filière dans sa transformation, qu'elle soit numérique, écologique. Donc, c'est tout l'enjeu hein, de ce programme. Je rappelle que ce programme, en plus, qui fait ça on a des difficultés, Alexandra. On a énormément de partenaires. Il y a à la fois des collectivités, des filières partenaires sur une région évidemment à 12 millions d'habitants. Donc ça, je voulais le rappeler parce que le réseau dans les Yvelines, vous m'entendez ou pas? Là, on vous entend beaucoup Allô? mieux. Oui. Là, on vous entend. Oui, bon. On vous entend. Et voilà, le fait d'être… Voilà. Alors, donc du coup, je disais que c'était vraiment… Maintenant, il y a du vent au débit. Autant de partenaires… Non, du vent dans les Yvelines. Il n'y a pas de haut débit. Il n'y a peut-être pas encore bien le haut débit. Autre sujet d'ailleurs, dans la grande couronne, n'est-ce pas? Et donc, il n'y a aucun projet TIGA qui rassemble autant de partenaires et autant de moyens. Donc ça, je voulais le dire. Ensuite, c'est un projet qui est déjà très concret dès maintenant. C'est-à-dire qu'on a déjà des actions qui sont lancées. On a déjà 36 actions sur la soixantaine qui sont lancées. Il y en a 12 autres qui vont débuter d'ici la fin de l'année. Je voudrais vous prendre un axe pour vous montrer des choses vraiment concrètes. Bon, alors on vient d'en voir deux, hein, Carnot, le fonds PropTech. Mais par exemple, si je prends l'axe de ce projet TIGA, résilience sociale et environnementale, par exemple, on a une action qui s'appelle Smart Canopé avec une entreprise d'ailleurs qu'on avait beaucoup vue à Vivatech qui crée des îlots de fraîcheur, de rafraîchissement naturel par du mobilier, de la végétalisation avec du mobilier urbain. Donc ça, voilà, c'est une action qui est en cours, qui est financée. Donc en fait, on identifie des actions qu'on finance. On a aussi, par exemple, avec l'Université de Cergy, une action qui s'appelle Végétal créateur de liens sociaux qui va végétaliser les toitures de l'université. Donc il y a beaucoup de choses voilà, qui sont déjà activées. Bon, j'en ai d'autres, mais sur les eaux de pluie, de les utiliser de manière optimale avec bocage urbain. Donc ça, c'est du court terme, parce qu'elles sont déjà mûres et prêtes à être actionnées. Mais ensuite, évidemment, il y a des projets qui vont prendre beaucoup plus de temps, mais sur lesquels on travaille dès maintenant. Donc, on se réunit régulièrement. Et d'ailleurs, on se réunit régulièrement aussi. Ça aussi, c'est une des forces, je pense, de notre dossier qu'il a fait peut-être aussi remporter à être lauréat TIGA. C'est la co-construction. On parle toujours beaucoup de co-construction. C'est parfois de la communication, mais là, elle est réelle. On organise énormément d'ateliers avec les citoyens, avec les collectivités, avec les entreprises, pour construire ces services les plus adaptés aux besoins des Franciliens. On le fait vraiment pour coller au plus près de ces besoins. Et donc ça, c'est aussi sur toutes les actions en cours, mais aussi à venir, pour les adapter. Par exemple, peut-être que quand même le Covid va remettre
en question certaines d'entre elles et qu'il faut les retravailler ou accentuer certains aspects. Et puis, vous l'avez dit, pour finir, tout cela s'inscrit évidemment dans notre plan de relance plus global d'1,3 milliard annoncé par la présidente il y a maintenant 2-3 semaines, et donc qui comporte à la fois un fort axe industriel, numérique. En fait, il y a pas mal de choses qu'on avait lancées avant cette crise qui se voient renforcées. Je pense aussi aux nouveaux modes de travail, je pense à la transition numérique des commerçants, enfin il y a plein de choses comme cela où on veut accélérer tout ce qui est relocalisation. Et donc ça, évidemment, ça va s'articuler avec le projet TIGA Construire au futur, habiter le futur, puisque c'est aussi se projeter dans le monde d'après. Et donc, il y a des financements du plan de relance qui peuvent aussi aller soutenir en complément, par exemple, la création d'une usine moderne sur l'habitat. Je sais qu'on a des projets comme ça dans le projet TIGA. Et donc, bien sûr qu'on mettra les moyens pour avancer au plus vite. Merci Alexandra. Marianne Aurado, peut-être réagir, c'est-à-dire comment dans cette période du Covid, la Banque des territoires peut accompagner et accélérer justement les nouveaux besoins qui apparaissent de manière beaucoup plus forte. Alexandra Dublanche l'a dit, il y avait déjà comme des sujets bien entendu identifiés. On connaît la congestion, les problèmes de mobilité à l'échelle de la région Île-de-France, dans laquelle justement la région investit beaucoup pour mieux fluidifier les déplacements. Certainement des débats qui vont être portés à l'échelle des entreprises sur la question de l'évolution de la place du télétravail, un sujet dont on parlera beaucoup dans l'édition de demain dans la tribune. Marianne Aurado, comment la Banque Territoire peut encore mieux accompagner et accélérer les besoins qui sont des besoins de maintenant? Là, on ne parle pas de besoins à horizon 5 ans, 10 ans. D'abord, pour répondre à ça, il faut partager le diagnostic et on partage totalement le diagnostic qu'Alexandra Dublanche vient de poser sur la région Île-de-France, qui est une région de toutes les promesses, mais aussi de tous les contrastes. Il faut toujours se rappeler de ces fondamentaux de la région Île-de-France qui parlent d'eux-mêmes. C'est 2% du territoire national, 20% de la population, 30% du PIB et 40% de la recherche. Donc, on voit bien juste dans ces fondamentaux toute la problématique qui est posée par la région, cette problématique du foncier, de la tension foncière, de la pression, de son insuffisance dans la zone tendue, évidemment. La question des infrastructures saturées et puis la question du bilan énergétique. 90% de l'énergie consommée en Île-de-France est produite à l'extérieur avec un déficit sur la production en énergie renouvelable à un moment où, et là aussi la crise sanitaire à ressouligner, à révéler tous ces sujets de pollution et de nécessité de transition énergétique. Donc ce diagnostic, il est posé et quelque part, habiter le futur, c'est aussi répondre à cette problématique-là, parce que l'habitat est au cœur en fait de l'équation régionale, est au cœur des territoires. Et bien sûr, à la Banque de Territoire, on fera de cet axe de l'habitat un des axes forts de notre plan d'accompagnement de la relance. Olivier Sichel et Éric Lombard sont en train évidemment de travailler avec le gouvernement sur tout ce plan de relance et nous serons très présents sur cet axe habitat parce que il s'impose dans la Banque des Territoires, il s'impose parce que nous sommes, et nous ne l'oublions jamais, la Banque du service public de la justice et la Banque des notaires qui sont évidemment très présents sur cette chaîne de l'immobilier. Nous sommes le premier financeur du logement social. En Île-de-France, on fait 3,5 milliards de financement au logement social. Donc, c'est évidemment très important. Et il y a toutes les questions qui est posée par ce parc social, la question des passoires thermiques, de la rénovation énergétique, la question de la bonne offre à proposer, et puis la question aussi de la quantité de l'offre de logements abordables. Il faut aussi se rappeler que dans la Banque des Territoires, nous abritons CDC Habitat qui fait partie
la Banque des Territoires et qui est le premier bailleur social aujourd'hui, et qui, bien sûr, lui aussi travaille en tant qu'opérateur et propose des solutions nouvelles dans la construction, dans la proposition, dans le numérique. Alors nous, ce que nous allons apporter à la Banque des Territoires, c'est des financements, évidemment, des financements nouveaux pour les bailleurs sociaux à travers toute la gamme d'éco-prêts et des nouveaux prêts que nous mettrons en place, la rénovation énergétique des bâtiments publics, un axe très très important, là aussi à investir, à aider les collectivités pour mettre des nouvelles techniques et puis avoir des bâtiments qui soient frugaux énergétiquement, et puis aussi en investissant auprès d'eux. Je pense par exemple à des solutions comme la SEM, et je m'adresse aussi à Alexandra Dublanche parce que c'est une SEM régionale, la SEM Énergie Île-de-France, qui propose des solutions auprès des copropriétés privées, des solutions de tiers financement et des solutions opérationnelles, et puis d'autres solutions aussi de financement comme l'intracting, qui sont des nouvelles façons de travailler sur un financement qui trouve son financement sur les dépenses énergétiques réalisées, donc du coup qui permet d'aller plus loin et de manière plus économe. Merci Marianne Oradour. Je sais qu'on est pas mal suivi par beaucoup de maires ou de nouveaux élus aussi ce matin. À peine élus déjà, en tous les cas, certainement ils vont aller voir la Banque des Territoires pour financer leurs prochains investissements ou projets dans les communes de la région Île-de-France. Alexandra Dublanche, je voudrais terminer avec vous ce Connect Live. Vous avez mis en tous les cas au cœur de la politique de la région cette question justement de la construction, de l'habitat. Il y a un sujet peut-être qu'on n'a pas trop abordé ce matin. C'est vrai qu'on a abordé beaucoup de sujets qu'on a mis sur la table. On a montré à la fois la dynamique entrepreneuriale avec la PropTech. C'est un enjeu important pour la filière et son avenir de demain. On a porté, bien sûr, on a évoqué tous les projets actuellement au cœur de construire au futur, habitat au futur. On n'a peut-être pas parlé de la question du coût. Parce que, bien entendu, c'est souvent un sujet qui revient, c'est-à-dire construire au futur, habiter le futur. Il y a la question du coût du logement, avec bien sûr une pression foncière que l'on connaît très forte. C'est, on va dire, le pendant, la contrepartie, c'est-à-dire on est à la fois dans une région très attractive sur le plan européen et bien entendu avec une répercussion sur le coût du foncier, les répercussions. Comment mettre l'enjeu du coût du logement, de l'immobilier comme un élément aussi d'avenir dans vos priorités, parce que là, c'est bien sûr un sujet qui concerne tous les Franciliens. Alors, c'est un des 3 axes principaux de construire le futur, habiter le futur, c'est aider en travaillant sur l'innovation à faire baisser le coût de construction et donc le coût du logement. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire. Le fonds Axeléo dont on a parlé, par exemple, justement, c'est un secteur qui est encore très peu porté sur l'innovation. Et donc, dès qu'on voit un fonds comme ça se constituer, bien sûr, on y participe pour aider ces réflexions et des résultats concrets pour baisser le coût du logement. Après, on a aussi la question, moi je le vois au quotidien dans ma délégation au développement économique, qui se pose sur le foncier industriel. Par exemple, on parle beaucoup de relocalisation en ce moment et on sait que c'est un peu l'avantage, le désavantage compétitif de la région, c'est ce coût du foncier. Et donc justement, et avec la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, on est en train de monter une autre SEM, donc une structure d'investissement avec la Banque des Territoires et aussi des partenaires privés pour pouvoir investir dans du foncier industriel. Ça sera aussi par exemple pour des commerçants. On a dans notre région de plus en plus de difficultés, je le sais en tant qu'élu local aussi à Sartrouville, pour les commerçants de se payer la boutique. Et donc, cette SEM, elle va permettre d'investir pour baisser le coût du foncier pour les industriels. On a 3 cibles, les industriels, les commerçants, les artisans. Et après, il y a tout l'aspect maison de santé qui est un peu à part. Et donc, voilà, on est toujours en train d'essayer d'être agile, réactif, pour créer de nouveaux outils afin de pouvoir accompagner effectivement
les nouveaux enjeux. Et donc, ces enjeux de foncier, ils sont encore plus importants quand on est dans une période où on veut relocaliser. Donc, pour éviter que ces industries partent ailleurs, il faut aider aussi financièrement. Ce n'est pas que financièrement d'ailleurs. Il faut aussi accompagner, et on le fait notamment avec notre agence d'attractivité Choose Paris Region, à cette recherche de foncier avant l'aspect financier, le recrutement, parce qu'on est quand même une terre de talent, on a 25% des étudiants français, on a à peu près 35% de cadres, et donc tout c'est ce qu'on fait de façon transversale au sein de la région. Alors, j'ai quelques petites questions très rapides, et comme ça ensuite je vous libère. Vous êtes là sur cette fin d'émission, un peu plus de 9800 personnes. Donc, vous voyez, Alexandra et Marianne, on aurait pu faire plusieurs salles de l'Olympia, mais on a préféré faire ça avec la distance physique. Alexandra Dublanche, une question me dit justement sur la question du foncier. Alors, vous l'avez un peu, vous avez répondu, c'est-à-dire comment justement la région peut pouvoir plus préempter de foncier pour avoir notamment, me dit, des impacts alors, autour des gares du Grand Paris, sachant que la région a déjà pris des mesures, mais peut-être vous pouvez y apporter quelques éléments. C'est vrai que la question des gares du Grand Paris à l'échelle de la région Île-de-France, c'est un enjeu majeur pour la transformation de la région. Alors, tout à fait. Donc, on a un établissement public foncier présidé par Valérie Pécresse, donc, qui justement agit là-dessus avec une gestion de foncier, de portage foncier. Ce nouvel outil vraiment dans lequel je crois beaucoup, parce que qu'est-ce qu'on fait actuellement? Alors, je suis désolée, je prends toujours l'exemple des entreprises parce que c'est le secteur dont je m'occupe à la région. Mais par exemple, quand on a une entreprise étrangère ou même française qui voudrait s'implanter en Île-de-France, on est vraiment toujours… alors, on a d'énormes atouts qu'a rappelé Marianne Louradour. Voilà, première région aussi en termes de recherche française, en termes de talent, etc. Mais ce désavantage sur le foncier où c'est vraiment un casse-tête. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va se positionner financièrement pour attirer ces entreprises en Île-de-France. Et donc, ça marche, parfois ça ne marche pas, c'est pas assez, d'autres régions mettent plus. Donc, il y a quand même cette compétition entre régions de temps en temps. Et donc, cet outil de foncier de SEM, de société d'économie mixte, va vraiment permettre, je le pense, de pouvoir accompagner, donc, notamment sur notre focus industrie, commerçants, artisans, de faciliter un peu les choses. C'est ce qu'on veut faire en tout cas. On a une autre question, Alexandra Dublanche, également. Marianne pourra apporter son avis. La question, c'est sur la souveraineté numérique. Je sais que c'est un sujet qui vous plaît, Alexandra, et c'est vrai que vous l'avez porté souvent, la souveraineté numérique en France et à l'échelle européenne, bien entendu. Comment peut-on faire face aux GAFA, c'est-à-dire globalement dans les PropTech, comment ne peut-on pas se faire doubler justement par les GAFA, c'est-à-dire d'une certaine manière gagner en souveraineté française à l'échelle de cette filière d'avenir qui est celle du bâtiment. Enfin, on nous dit même, voilà, est-ce que demain, on a quand même peut-être la nécessité que nos bâtiments intelligents soient plutôt peut-être réalisés par des acteurs français et européens que peut-être d'avoir des espions technologiques à l'échelle des bâtiments de la région Île-de-France? Nous, il y a plusieurs choses là-dessus sur lesquelles on peut agir. Après, la région n'a pas tous les leviers. Il y en a beaucoup, notamment sur ces questions qui sont plutôt au niveau national. Nous, ce qu'on peut faire, je pense, c'est aider nos champions français à grandir. Et donc, ceux qui ont des solutions françaises, parce qu'on a un sujet français au niveau du pays, national, c'est la taille de nos entreprises si on se compare à nos voisins, par exemple. Et donc, nous, un de nos enjeux, c'est de les aider à grandir pour pouvoir vraiment prendre plus de parts de marché. Et donc, après, il faudrait que des experts du secteur du logement puissent répondre, ce qui n'est pas mon cas. Mais en tout cas, un des leviers de la région, c'est ça, c'est accompagner nos entreprises à grandir. On le fait beaucoup sur l'industrie quand on aide une entreprise comme Carnot. Voilà, c'est pas, il brasse c'est pas vraiment de la data, mais il y a d'autres exemples d'entreprises qu'on pousse, Quant par exemple, qu'on aide à grandir. Et bien là, je pense qu'on va dans le sens d'une plus grande souveraineté nationale, par exemple. Vous souhaitez ajouter des mots, Marianne? Oui, avec plaisir. Moi, je crois qu'effectivement, ce type de programme, c'est
une réponse, c'est bien sûr pas la seule réponse, mais c'est une réponse à cette question de la souveraineté numérique, parce qu'en fait, ce programme, ce qu'il faut bien voir, le côté très disruptif de ce programme d'innovation, c'est cette fertilisation, cette hybridation qui va chercher en mettant tous les acteurs de l'économie, les acteurs publics, la Banque des territoires, les associations, les chercheurs, les universités et les collectivités et les territoires. Et ça, je crois que c'est très intéressant d'avoir ce type de programme pour aller en fait chercher le meilleur de ce qui est en train de se faire aujourd'hui, puisque tout le monde le sait, nous sommes en train de traverser cette 4e révolution technologique, qui est la révolution de la data. Et je crois qu'en fait, ce type de programme qui nous permettent à tous de sortir de nos silos intellectuels, permettent en fait de nous dépasser et d'aller chercher le meilleur aussi de cette énergie qui vient du territoire. Et moi, je voudrais témoigner de ça en tant que Banque des territoires de l'Île-de-France, cette énorme énergie qui vient du territoire et que ces programmes permettent de capter au bénéfice de notre souveraineté, de notre agilité et de notre performance. Est-ce que je peux rajouter quelque chose parce que la question est passionnante et je remercie la personne qui l'a posée. C'est aussi évidemment, par exemple, quand nous on est très mobilisés sur l'intelligence artificielle parce qu'en fait, on se base sur nos atouts, je le disais, de la recherche, des talents, de l'école mathématique française. On est le 2e pays au monde en termes de nombre de médailles Fields, par exemple. Et donc, on va pousser des entreprises dans ces domaines. On va mettre… La région, c'est aussi un grand entremetteur. Par exemple, on fait beaucoup travailler en ce moment sur des challenges IA, des grands groupes et des startups. Par exemple, l'Institut Gustave Roussy, qui est le leader sur le cancer, la lutte contre le cancer, va mettre de la data à disposition et va poser des questions sur la récidive du cancer du sein. Et donc, il y a des startups qui vont répondre. Et maintenant, cette startup, qui a reçu un prix de la région d'1,5 million, va travailler avec l'Institut Gustave Roussy pour avancer sur ces sujets. Et donc, ça, c'est aussi aider à avoir un temps d'avance. Quand on aide Atos, et nous, on n'a aucun sujet à aider des grands groupes, quand on aide Atos sur son supercalculateur quantique qui s'installe dans les Yvelines, là aussi, c'est avoir un temps d'avance et donc agir sur cette souveraineté numérique. On aurait envie de vous conseiller encore plus parce que, vous voyez là, le débat devient de plus en plus intéressant et on a franchi la barre des plus de 10 000 connectés en ce moment. Donc, vous voyez, Alexandra, une dernière question parce qu'elle vient de m'arriver, c'est une question importante. Dans ce projet Construire au futur, habiter le futur, il y a cette question, bien sûr, vous réunissez 120 partenaires, vous l'avez dit, collectivités locales, des opérateurs privés, publics, plusieurs tailles d'entreprises. On me dit, comment vous veillez à l'équilibre, à ce que les gros acteurs ne mangent pas les petits? Alors, on me mentionne, il faut le dire, on a la fierté en France d'avoir des grands acteurs comme Vinci, Bouygues, Eiffage. Et comment faire justement à préserver justement la valeur à la fois des petites entreprises, qui soient start-up, PME, et à la fois, bien sûr, l'apport positif que peuvent apporter les grands groupes dans votre projet et dans cette réflexion. Et on conclura justement sur cette question qui pose la question de l'équilibre du partenariat. Alors, cette question est vraiment intéressante parce que je me souviens lors du jury, l'oral final pour être peut-être sélectionné, la plus grande crainte des membres du jury, c'était notre capacité à organiser ces 120 partenaires dans une région à 12 millions d'habitants. Et en fait, avec le recul, alors déjà, on a des équipes formidables à la région et puis de tous nos partenaires. Ça, je tiens à le dire et à les remercier parce que je sais qu'ils sont aussi sur ce webinaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a une organisation, tout ce qui est co-construction. En fait, il y a plusieurs groupes de travail très équilibrés, justement, qui travaillent ensemble et tout le monde est au même niveau. Donc, il n'y a pas du tout, enfin, on ne l'a pas vu en tout cas à ce stade. D'ailleurs, les projets que je vous ai cités, c'est des projets de petites entreprises qu'on a poussés pour l'instant, qu'on a financés. Donc, on n'a pas du tout, moi je vois l'apport des grands groupes comme justement pour aider davantage à accélérer certains projets, mais il n'y a pas du tout de mainmise de ces grands groupes qui sont au contraire un atout. Et cette méthode qui fait aussi la particularité de ce projet TIGA, grâce aussi à des outils numériques de concertation très agiles, nous permet d'avoir vraiment tout le monde au même niveau. Après, c'est aussi parfois en fonction de l'implication de chacun, mais pour l'instant, on n'a pas vu de décalage entre eux, que ce soit les citoyens, que ce soit les entreprises, et puis les équipes y veillent bien évidemment. Vous y veillez, Alexandra Dublanche.
En tous les cas, merci Alexandra Dublanche pour avoir conclu avec Marianne Ouradour de la Banque des Territoires. Nous étions très heureux, vous étiez nombreux à nous suivre ce matin. Certainement que ce sujet de l'habitat du futur, de la construction, du logement, bien entendu, c'est un sujet, un enjeu important pour toute la région Île-de-France. Je vous invite justement demain à acheter la tribune puisque c'est un numéro sur réinventer la France. Voilà, un numéro avec un sondage sur que veulent les Français pour le monde d'après. Vous verrez, Alexandra, je vous invite à le lire et ainsi que Marianne. Vous verrez que la préoccupation et la question du logement, des mobilités, du télétravail est centrale dans cette période de post-Covid. Merci à toutes les équipes de la région Île-de-France. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Être mis de côté, ne jamais s'impliquer. Les bâtiments avant les habitants. Voilà la grande idée. Et si on mettait les choses dans le bon sens? Voilà la grande idée. Les habitants avant les bâtiments. S'impliquer. Ne jamais être mis de côté.